Lise Martin avait un afro et elle était noire. Et c'était tout ce qu'il fallait aux brutes pour en faire leur cible. Elle se l'avait raillé pendant des semaines, testant sa patience, la défiant de riposter. Mais quand l'humiliation ne suffisait plus, elles sont venues avec autre chose, une tondeuse électrique et un plan pour la remettre à sa place. Mais Lise Martin n'oublie pas, et elle ne pardonne pas. Elle pensait s'en sortir. Elles avaient tort, parce que ce qu'elles ne savaient pas, c'est que Lise Martin était une combattante entraînée et une boxeuse impitoyable. Maintenant, elle vient chercher chacune d'entre elles, et quand elle aura fini, elles souhaiteront n'avoir jamais touché ses cheveux. Avant d'aller plus loin, commentez de quelle partie du monde vous regardez, et assurez-vous de vous abonner car l'histoire de demain est une histoire à ne pas manquer. Le couloir bourdonnait toujours avant la sonnerie, un mélange de voix, de grincements de baskets et du gémissement aigu des portes de casier claquées trop vite. Lise Martin s'y déplaçait tranquillement, ni lente ni rapide, juste stable, glissant à travers le bruit comme une ombre qui avait appris à se faire petite sans jamais rétrécir. Son sweat à capuche noire était relevé à moitié, pas pour se cacher, juste pour se concentrer. La plupart des gens ne la remarquaient même pas avant qu'elle ne les dépasse, et même alors, ce n'était généralement qu'un regard. Les filles ne lui parlaient pas beaucoup à moins d'avoir besoin d'aide pour les devoirs. Les garçons ne la dérangeaient pas du tout, à moins qu'ils n'essaient d'obtenir un rire aux dépens de quelqu'un d'autre. C'était le jeu ici. Rire ou être la risée. Parler et aggraver les choses, ou encaisser et espérer qu'il s'ennuie. Mais Lise n'était pas faite pour rire avec. Pas pour ça. Pas pour elle. Elle gardait ses cheveux naturels, pleins et épais, doux au centre et plus serrés sur les bords, ronds et fiers, comme sa maman disait toujours qu'il devait l'être. Coach Christine Martin, sa mère quand elles étaient en dehors du tapis, son coach le reste du temps, disait qu'un bon afro était comme une couronne. Ce n'était pas une question de mode, c'était une question d'histoire, de fierté. Cette couronne avait mis des années à bien pousser, à prendre forme et à tenir sans frisoter ni s'aplatir. Chaque matin, Lise les peignait avec soin, non pas parce qu'elle avait besoin de l'approbation de quiconque, mais parce qu'il lui appartenait, comme ses poings, comme son silence, comme sa rage, rangée dans un coin que très peu de gens arrivaient à voir. C'était une combattante, mais pas le genre que quiconque dans cette école connaissait. Les affiches de son gymnase disaient « Parle avec tes mains, pas avec ta bouche ». Elle suivait cette règle. Ça l'avait tenue à l'écart des ennuis dans cet endroit. Jusqu'à maintenant. Antoine Leclerc était appuyé contre les casiers, avec cette pose arrogante, habituelle, jambes croisées à la cheville, bras repliés comme s'il possédait l'espace. À côté de lui se tenait Thomas, plus grand, plus large, plus bête. Paul était à quelques mètres, téléphone sorti, pouces occupés. Même groupe, même routine. Ils la piquèrent depuis septembre. Rien de lourd, pas au début. Juste le désordre habituel. Commentaires sur ses cheveux, blagues sur son silence, disant qu'elle ressemblait à quelqu'un sorti tout droit des années 70. Certains jours, ils essayaient d'imiter sa démarche. D'autres jours, ils chuchotaient « Angela Davis » comme si c'était une insulte et ricanaient comme s'ils comprenaient la référence. Ils ne comprenaient pas. Jamais. Aujourd'hui, cependant, quelque chose a changé. La voix d'Antoine était plus forte que d'habitude. Il voulait un public. Un groupe de filles s'était rassemblé près de la fontaine à eau, des juniors de l'équipe de volley. Antoine l'a remarqué. Il aimait se donner en spectacle quand les filles regardaient. « Yo, Lise !» a-t-il dit, fort et désinvolte, se détachant du casier avec ce faux sourire qu'il utilisait quand il se préparait à humilier quelqu'un. « Je voulais te demander, comment tu fais pour que toute cette peluche ne bouge pas la bonde de la douche? T'as genre une éponge collée à la tête ou quoi ?» Thomas a éclaté de rire. Trop fort, trop vite.
Paul n'a même pas levé les yeux. Il enregistrait déjà. Lise s'est arrêtée. Elle a tourné la tête, lentement et régulièrement, et a croisé le regard d'Antoine. Pendant un instant, le bruit du couloir s'est estompé. Elle ne leur avait pas dit un mot de toute l'année, ne leur avait même pas jeté un coup d'œil. Mais aujourd'hui, après des semaines de retenue, quelque chose en elle a basculé. « Tu sais ce qui est drôle ?» a-t-elle dit, voix calme, ton plat, mot aussi tranchant que du verre brisé. Tu parles sans arrêt depuis septembre, pensant que tu es malin, pensant que tu es futé. Mais chaque fois que je te regarde, tout ce que je vois, c'est un garçon trop effrayé pour faire pousser ses propres cheveux qui parle de ceux de quelqu'un d'autre. Tu agis comme un clown devant les filles, juste pour obtenir un rire, mais tu n'es pas drôle, tu n'es pas intelligent, tu es juste bruyant. Et honnêtement, c'est triste. Les filles près de la fontaine sont restées silencieuses. L'une d'elles a eu un souffle coupé. Le sourire de Thomas a vacillé. Antoine a cligné des yeux. Lise n'a pas attendu de réponse. Elle s'est retournée et a continué à marcher, au même rythme, avec la même posture. Mais derrière elle, le sourire d'Antoine s'est fissuré, et sa fierté a commencé à saigner en dessous. Le moment n'a pas duré longtemps. Au moment où elle a atteint sa salle de classe, le bourdonnement était revenu, plus fort cette fois, vibrant de chuchotements et de regards en coin. Quelqu'un a dit « Elle l'a démolie ». Quelqu'un d'autre a dit « Elle est folle ». Antoine n'a rien dit. Mais le regard dans ses yeux, lorsqu'il est passé devant son bureau, en disait long. Il n'était pas embarrassé. Il était en colère. Et les garçons en colère, en groupe, ne laissaient pas passer les choses. Pas quand la fierté était en jeu. Pas quand tout le couloir les avait vus se faire verbalement plier par une fille qui n'avait même pas élevé la voix. Ce que Lise ne savait pas encore, c'est que la prochaine fois qu'ils la verraient, ils n'essaieraient pas d'avoir le dernier mot. Ils iraient chercher autre chose, quelque chose de cruel, quelque chose de permanent. Et au moment où il tendrait la main vers sa couronne, il ne briserait pas seulement les règles de l'école. Il briserait le dernier fil qui maintenait son silence ensemble. Au moment du déjeuner, l'histoire s'était déjà tordue en quelque chose de plus grand que ce qui s'était réellement passé. C'est comme ça que ça marchait dans un endroit comme celui-ci. La vérité ne voyageait pas aussi vite que l'exagération, et les gens aimaient le spectacle plus que les faits. Certains disaient que Lise avait insulté Antoine devant toute une foule. D'autres affirmaient qu'elle l'avait poussé. Quelques-uns insistaient même sur le fait qu'elle l'avait giflé. Rien de tout cela n'était arrivé. Mais au moment où elle est entrée dans la cafétéria, les têtes se tournaient et les murmures dansaient de table en table, chacun épais de drame et dégoulinant de fausses sollicitudes. Antoine était assis à son endroit habituel près de la fenêtre, entouré de Thomas, Paul et du reste des sportifs qui gravitaient autour de lui comme des satellites, attendant un signal pour rire ou ajouter un commentaire qui pourrait leur valoir un signe de tête approbateur. Il n'a rien dit quand Lise est entrée, mais il n'avait pas besoin de le faire. Le regard qu'il lui a lancé en disait long. Ce n'était pas de la rage, pas le genre qui bouillonne. C'était plus froid que ça, calculé. Comme s'il inventoriait chaque paire d'yeux qu'il avait vu l'embarrasser et qu'il décidait déjà comment retourner l'histoire pour s'assurer que ces mêmes yeux verraient quelque chose de différent la prochaine fois. Elle s'est assise à l'extrémité, dos contre le mur, plateau intouché, écouteurs dans les oreilles. Elle n'écoutait pas de musique, cependant. Elle avait juste besoin d'espace. Le genre qui faisait réfléchir les gens à 2 fois avant de s'asseoir à côté d'elle. Elle mâchait ses pensées plus que sa nourriture, rejouant ce qu'elle avait dit, se demandant si elle aurait dû simplement rester silencieuse. Mais chaque fois qu'elle revenait sur ses pas, quelque chose dans son estomac se serrait. Elle ne regrettait pas. Pas un seul mot. Le lendemain, les choses sont devenues mesquines. Antoine et Thomas l'ont bousculée, accidentellement, dans le couloir. Antoine a marmonné quelque chose sous son souffle, à propos de « bousculer des déchets ». Lise n'a pas ralenti.
Paul a posté un mème qui lui ressemblait juste assez pour faire rire, sans être assez évident pour être signalé. Quelqu'un a commencé à l'appeler « tête de coton ». Un autre enfant a mimé l'acte de pulvériser du fébrésé quand elle est passée. C'était le même genre de lâcheté qu'elle avait déjà vu. Rien de direct, rien d'assez sérieux pour être signalé. Juste ce bourdonnement constant de manque de respect, toujours juste hors de portée, toujours avec un sourire assez faux pour être appelé innocent si quelqu'un d'important regardait. Son amie Clara a essayé de l'attirer à l'écart cet après-midi-là, les yeux écarquillés, la voix basse. « Il faut faire attention », a-t-elle dit. Antoine est vraiment en colère. Je l'ai entendu parler de se venger. Il a dit que tu l'avais fait passer pour faible devant Manon. Il ne va pas laisser passer ça. Lise n'a pas tressailli. Qu'il essaie. Clara avait l'air inquiète. Non, je suis sérieuse. Il est bête. Mais il n'est pas au-dessus de faire quelque chose de louche. Tu crois que ce moment dans le couloir l'a embarrassé? Tu lui as retiré son masque devant la moitié de l'école. Il va faire quelque chose. Juste, ne sois pas seul avec eux. Je n'ai pas peur de lui. Je n'ai pas dit que tu l'étais. Mais effrayée ou non, sois intelligente. Lise a hoché légèrement la tête et est partie. Mais l'avertissement est resté. Ce n'était pas la peur qui s'installait, c'était l'anticipation. Elle ne voulait pas de bagarre. Mais si elle arrivait, elle n'avait pas l'intention d'en ressortir perdante. À la maison, les choses étaient calmes. Trop calmes. Sa mère a remarqué le changement avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Elle pouvait toujours lire Lise comme un livre ouvert. C'était quelque chose dans la façon dont elle s'asseyait à table, épaules tendues, mâchoires serrées, yeux fixés sur le même endroit dans son riz. « Tu t'entraînes en colère ?» a demandé sa mère entre deux bouchées, ton égal mais pertinent. « Je ne suis pas en colère. »« Tu n'es jamais en colère, mais ça ne veut pas dire que tu vas bien. » Lise a hésité. « Des gars à l'école m'embêtent. L'un d'eux a fini par dire quelque chose d'assez stupide pour que je réponde. C'est tout. » Son père a levé un sourcil, mais n'a pas parlé. Sa mère s'est penchée en avant. « Tu gères ça sur le ring ou dans le couloir ?»« J'ai géré ça avec des mots. » Sa mère a expiré. « Bien. Mais les mots ne règlent pas toujours les choses. »« Je sais. » Son père a finalement parlé. « Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Tu ne commences pas un combat, mais s'il te l'amène, tu le termines. Vite et proprement. Pas de frime, pas de spectacle. Je sais. Tu n'es pas seulement toi là-bas, Lise. Tu es nous. Tes cheveux, ton nom, ta peau, tout ça fait partie du combat, que tu le veuilles ou non. Cette couronne sur ta tête signifie quelque chose. Ne laisse personne te la prendre sans t'assurer qu'il en paie le prix. » Lise a hoché la tête à nouveau, plus lentement cette fois, plus profondément. Elle n'a rien ajouté. Elle n'en avait pas besoin. Le vendredi, la tension était assez épaisse pour la sentir quand elle est entrée en classe. C'était le cours d'histoire de 4e heure. Monsieur Dubois se tenait devant, à moitié distrait, feuilletant des papiers et marmonnant quelque chose à propos d'un remplaçant qui n'arrivait pas à l'heure. Lise a pris sa place, près du fond. Antoine était assis en diagonale, en face d'elle. Thomas, à 2 pupitres de distance. Paul dans le coin. Aucun d'eux n'a dit quoi que ce soit. Mais ils n'avaient pas besoin de le faire. Leur silence en disait plus que leur blague ne pourrait jamais le faire. Ils attendaient. Élise ne savait pas encore. Mais la prochaine fois que M. Dubois sortirait de cette pièce, il ne leur donnerait pas seulement de l'espace. Il leur donnerait une opportunité. La salle de classe semblait toujours plus froide pendant la 4e heure, comme si la ventilation au-dessus du tableau blanc travaillait des heures supplémentaires uniquement dans cette pièce. Les lumières bourdonnaient faiblement au-dessus, et le soleil de l'après-midi filtrait à travers les stores à moitié baissés, projetant de longues lignes sur des pupitres qui n'avaient pas été nettoyés depuis des semaines. L'odeur des marqueurs effaçables à sec flottait dans l'air, mélangée à de vieux papiers et à l'odeur persistante des frites de cafétéria collées au sweat de quelqu'un. Lise était assise près du fond, son stylo à la main.
mais ses yeux n'étaient pas sur son cahier. Ils étaient fixés tranquillement sur le reflet d'Antoine dans l'écran noir du projecteur éteint. Il ne la regardait pas directement. Mais de temps en temps, il se tournait légèrement dans sa chaise et disait quelque chose à Thomas, assez bas pour rester sous le radar, assez fort pour s'assurer qu'elle entendait les rires. Paul avait son téléphone sorti, tapant faussement, défilant faussement, juste en l'orientant pour que l'objectif reste dirigé dans sa direction. Rien de tout cela n'était nouveau, mais aujourd'hui, ça semblait différent, plus serré, plus silencieux, comme si quelque chose se préparait en coulisses. Monsieur Dubois était à son bureau, feuilletant des feuilles de travail avec le genre d'énergie qui disait qu'il ne voulait pas être là plus que les élèves. Il s'est levé, a regardé sa montre et a soupiré. « Bon, je reviens tout de suite », a-t-il dit, déjà à mi-chemin de la porte. Le bureau de la principale a appelé. Vous connaissez tous la routine. Restez assis, pas de bruit et pas de téléphone. Il n'a pas attendu d'accusé de réception. La porte s'est refermée derrière lui. Et juste comme ça, l'air a changé. Pendant quelques secondes, rien ne s'est passé. Juste le raclement d'une chaise, quelqu'un qui s'éclaircit la gorge, le faible bourdonnement de la ventilation. Puis Antoine s'est levé. L'étirement était délibéré, lent. Thomas s'est levé avec lui, faisant craquer ses jointures comme un acte d'échauffement. Paul n'a pas bougé. Il a juste incliné son téléphone. « Hey, Lise !» a dit Antoine, ce sourire familier revenant sur son visage, voix trop forte pour le confort. « Tu n'as jamais pensé à changer un peu ? Ce look est un peu fatigué, pourrait avoir besoin d'une petite mise à jour. » Elle n'a pas répondu. Thomas a reniflé. « Tu veux dire comme une nouvelle coupe ?» Antoine a sorti quelque chose de son sac à dos. Le son qui a suivi a sorti la pièce de son immobilité. Un bourdonnement électrique et strident, inconfondable. Une tondeuse à cheveux. Certains enfants ont ri. L'un a dit « Pas possible !» presque sous son souffle. Le cœur de Lise a bondi. Ses yeux se sont rétrécis. « Ne joue pas avec moi. » Mais Antoine marchait déjà vers elle. « J'aide !» a-t-il dit, fort et souriant. « Allez, ne fais pas comme si c'était grave. Ce ne sont que des cheveux, n'est-ce pas ?» Elle s'est levée, mais pas assez vite. Thomas s'est déplacé derrière elle, a attrapé son poignet et l'a repoussé dans sa chaise. Sa chaise a raclé contre les carreaux alors qu'elle se débattait. « Lâchez-moi !» a-t-elle crié, sa voix aiguë, la panique montant dans sa gorge. « Détends-toi !» a marmonné Thomas, riant nerveusement. « On te fait juste une petite retouche. »« Laissez-moi tranquille !» Elle a donné une secousse latérale brusque, mais Paul s'était déjà approché, attrapant le dossier de la chaise pour la stabiliser. Antoine s'est approché, tondeuse bourdonnante, yeux fixés sur ses cheveux. « Tiens-la tranquille !» Lise s'est cambrée fort, a crié plus fort cette fois. « Arrêtez ! Je ne joue pas avec vous !» La prise de Thomas s'est resserrée. Paul a appuyé plus fort. Antoine s'est penché, et le bourdonnement a touché le cuir chevelu. Des cheveux se sont éparpillés sur son bureau. Le premier coup a envoyé une décharge le long de sa colonne vertébrale, comme un coup de poing dans l'estomac. Elle a crié. Un son qui ne venait pas de la colère. Il venait de quelque chose de plus profond, quelque chose de brut. La pièce s'est animée de souffles coupés et de silences stupéfaits. Mais personne n'a bougé pour l'aider. Quelques élèves avaient sorti leur téléphone. Une fille restait figée, la main sur la bouche, regardant comme si ce n'était pas réel. Antoine riait. Fort. Assez fort pour l'étouffer. « Oh oui !» a-t-il crié, reculant pour admirer la zone qu'il avait taillée. « C'est mieux. Regardez cette touffe. Tu trouves ça drôle ?» Lise s'est tordue à nouveau, a donné des coups de pied, a crié, a essayé de lancer son poids vers l'avant. Mais Paul et Thomas la maintenaient, comme si c'était un jeu. Ses bras se débattaient, ses pieds raclaient, sa voix s'est cassée à force de crier si fort. Un autre coup a bourdonné sur le bord de sa couronne, rude et délibéré. « J'ai dit de me lâcher !»
Antoine s'est penché pour une autre passe, mais cette fois son coude a touché quelque chose de solide. Elle ne savait pas qui elle avait frappé. Thomas peut-être, mais sa prise s'est desserrée. Elle s'est tordue, a libéré son bras et a frappé le talon de sa paume dans la poitrine de Paul. Il a trébuché en arrière, a laissé tomber son téléphone et a juré. C'était tout ce dont elle avait besoin. Lise s'est levée d'un bond, faisant tomber la chaise. Ses mains ont volé vers sa tête, touchant les zones irrégulières, les bords déchirés, les touffes douces qui n'étaient plus là. Elle a haleté, pas de douleur, mais du choc. Ses cheveux, sa couronne, violés, partis en morceaux. Antoine a reculé d'un pas, la tondeuse toujours bourdonnante à la main. « Tu es mort », a chuchoté Lise, sa respiration rauque, sa poitrine se soulevant avec effort. La pièce est devenue silencieuse, et elle n'a pas cessé de trembler. Pas encore. Antoine riait toujours, mais cela avait changé. L'assurance dans sa voix commençait à se briser, son sourire vacillait comme s'il n'arrivait pas à décider s'il contrôlait toujours ou s'il faisait juste semblant. Ses amis s'étaient écartés de quelques pas, soudainement incertains maintenant que Lise était debout. Ses mains tremblant non pas de peur, mais de fureur, sa poitrine se soulevant et s'abaissant, comme si chaque respiration qu'elle prenait avait du poids. La tondeuse bourdonnait toujours dans sa main, bien qu'il ne l'utilisait plus. Il la tenait juste comme une arme qu'il ne savait pas comment viser. Les doigts de Lise ont de nouveau touché la zone tondue, et quelque chose en elle s'est durci. Ce n'était pas seulement les cheveux, c'était tout ce qu'il y avait derrière. Chaque fois qu'elle avait ravalé sa fierté pour maintenir la paix. Chaque moment où elle avait laissé quelque chose passer parce qu'elle savait ce qu'il en coûterait de riposter. Chaque faux rire, chaque regard étroit des enseignants qui ne disaient jamais un mot. Et maintenant, ça. Elle a levé les yeux. Le sourire d'Antoine s'est déjà éteint. Elle s'est avancée une fois, les épaules carrées, les yeux fixés. Il a essayé de minimiser, arborant à nouveau ce sourire suffisant. « Hé, c'est juste une blague. Calme-toi. » Mais elle n'a pas ralenti. Thomas s'est interposé entre eux. « Yo, elle pète un câble, Antoine. » C'est tout ce qu'il a réussi à dire avant qu'elle ne plante son pied et ne lance son poing droit directement dans son ventre. Pas de manière désordonnée, pas sauvage, propre, dure et juste là où ça faisait le plus mal. Thomas s'est plié en avant avec un gémissement, les yeux exorbités, les genoux fléchissants alors qu'il chancelait contre un bureau et tombait. La pièce a explosé en mouvement. Antoine a crié quelque chose, essayant d'attraper son épaule, mais Lise s'est tournée et a frappé l'arrière de son coude sur sa mâchoire. Il a titubé sur le côté, a trébuché, a laissé tomber la tondeuse et s'est rattrapé contre le bord de la première rangée. Elle s'est ensuite tournée vers Paul, qui avait à nouveau levé son téléphone comme si cela pouvait le protéger. « Ne me touche pas, je n'ai rien fait !» a-t-il crié. « Tu m'as tenu !» Il a essayé de reculer à reculons, mais son pied a accroché le pied d'une chaise. Lise a attrapé son col et l'a poussé contre le bureau derrière lui. Il a cogné fort, le téléphone glissant sur les carreaux alors qu'il atterrissait. La caméra continuait de tourner. Inclinée à un angle bizarre mais captant toujours le flou du mouvement et les visages sidérés des élèves figés sur place. Quelqu'un a crié. Un autre enfant a crié. « Oh mon Dieu !» Les téléphones étaient sortis maintenant, des dizaines d'entre eux, enregistrant depuis tous les coins, certains filmant juste pour preuve, d'autres filmant parce que c'était le genre de chaos que les gens aimaient regarder même quand ils ne le comprenaient pas. Antoine est arrivé par derrière, les dents serrées, la rage remplaçant enfin l'arrogance. Il a tendu la main pour attraper son bras, criant « Folle !» Lise s'est tournée, a esquivé sa prise et a envoyé un crochet droit parfaitement dans ses côtes. Le son n'était pas théâtral, il était sourd et écœurant, le genre de bruit sourd qui faisait grimacer les gens rien qu'en l'entendant. Antoine s'est plié en deux, toussant, tombant sur un genou.
Elle l'a attrapé par le col et l'a mis à plat sur le sol. La salle de classe est redevenue silencieuse. Non pas parce que la bagarre était terminée, mais parce que les gens qui avaient l'habitude de dire quelque chose, qui plaisantaient ou se moquaient ou commentaient depuis les lignes de touche, n'avaient plus rien à offrir. Chaque caméra est restée braquée sur elle. Chaque visage fixé. Lise se tenait au milieu de tout ça, la poitrine se soulevant avec effort, les yeux sauvages, son afro hirsute et inégal, le côté gauche tondu à vif, tandis que le reste se tenait plein et fier. Ses poings étaient toujours serrés, les épaules bloquées, et le seul son dans la pièce était le bourdonnement lointain de la tondeuse, bourdonnant toujours doucement sur le sol, comme l'écho d'une menace qui n'avait plus de pouvoir. Personne n'a bougé. Personne n'a osé. Puis la porte s'est ouverte en claquant. Monsieur Dubois s'est figé sur le pas de la porte, téléphone toujours à la main, quelle que soit l'excuse avec laquelle il était parti, instantanément oublié. Ses yeux ont balayé la pièce, les pupitres renversés, les 3 garçons affalés par terre, la tondeuse près de la fenêtre, les élèves toujours en train de filmer, trop choqués pour faire semblant de ne pas l'être. Et au milieu de tout ça, Lise. Il a fait un pas à l'intérieur, stupéfait. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'a répondu. Personne ne le pouvait. Antoine a gémi sur le sol, essayant de s'asseoir. Thomas a toussé derrière un pupitre. Paul a gémi quelque chose, cherchant son téléphone d'une main tremblante. Le reste de la classe se contentait de fixer. Lise n'a pas dit un mot. Elle a regardé Monsieur Dubois, puis les autres, et a lentement laissé ses mains s'ouvrir. Elle ne respirait plus difficilement. Sa voix, quand elle est venue, était redevenue calme, toujours basse, mais elle portait. Il trouvait ça drôle. Elle n'avait pas à expliquer. La pièce en avait assez vu. Mais le monde en dehors de cette porte, il n'avait pas vu ce qui avait précédé. Et avec la façon dont les choses tournaient déjà, ils étaient sur le point d'entendre seulement une partie de l'histoire. Le bureau de la principale semblait plus petit qu'il n'y paraissait. Les murs étaient trop proches, l'air trop stagnant, et l'éclairage trop brillant, comme s'il avait été réglé délibérément pour accentuer la tension. Le bourdonnement fluorescent au-dessus de la tête de Lise ne faisait qu'aggraver son mal de tête. Ses jambes rebondissaient sous la chaise sans qu'elle le veuille, chaque muscle vibrant encore avec l'adrénaline restante, mais ses poings n'étaient plus serrés. Ils étaient ouverts maintenant, reposant sur ses genoux, les doigts tressaillant à chaque seconde qui passait. Ses jointures étaient rouges et sensibles, un peu enflées. Mais ce n'était pas ce qu'elle remarquait le plus. C'était le poids inégal sur sa tête. Elle passait sans cesse sa main dessus. Les mèches épaisses d'un côté, les chaumes épars de l'autre. Chaque fois que ses doigts frôlaient la zone à vif, la brûlure revenait. Pas seulement sur son cuir chevelu, mais dans sa poitrine, dans sa gorge. Elle pressait ses lèvres l'une contre l'autre, retenait son souffle, essayait de retenir les larmes, mais elles venaient quand même. Pas fortes, pas dramatiques. Juste des gouttes silencieuses qu'elle essuyait rapidement, comme si elle ne voulait donner à personne la satisfaction de l'avoir craqué. Elle ne pleurait pas parce qu'elle avait perdu. Elle pleurait parce qu'on ne lui avait pas laissé le choix. Monsieur Dubois se tenait près de la porte, les bras croisés serrés comme s'il essayait de maintenir toute la situation en place par sa seule posture. La principale Lambert était assise derrière son bureau, les paumes à plat sur la surface, essayant d'avoir l'air neutre, mais l'irritation dans sa voix disait qu'elle avait déjà dépassé ce stade. « Soyons clairs », a-t-elle dit, ses yeux passant de Lise aux 3 garçons de l'autre côté de la pièce, tous avachis et contusionnés, les vêtements égratignés, la fierté fuyant toujours à travers les mâchoires serrées. « Vous êtes tous dans de sérieux ennuis. Je me fiche de qui a commencé, quoi. Ce genre de violence est inacceptable. » Lise a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Sa gorge était serrée, gonflée par le cri qu'elle n'avait pas laissé échapper lorsque la tondeuse avait touché sa tête. Antoine a parlé le premier. « Elle nous a attaqués. »« Elle a pété un câble », a ajouté Thomas. « On s'amusait juste. C'était une blague.
Une blague? La voix de Lise s'est cassée avant qu'elle ne puisse l'arrêter, aiguë et rauque. Vous m'avez tenu et rasé mes cheveux. On n'a pas rasé toute ta tête, a claqué Paul, se penchant en avant. C'était juste une petite touffe. Les cheveux repoussent. Lise s'est tournée, vite, les yeux flamboyants. Vous m'avez touché. Vous m'avez attrapé. Vous m'avez coupé les cheveux comme si j'étais un animal. Et maintenant vous voulez dire que c'était juste une blague? La principale Lambert a levé la main, d'un geste sec. Ça suffit. Lise s'est renfoncée dans la chaise, les poings se serrant à nouveau. Les larmes étaient toujours là, mais maintenant elles étaient mélangées à autre chose. La honte, la rage, la confusion. Elle ne savait pas quel sentiment était le plus fort, mais ils continuaient tous à tourbillonner ensemble, comme une tempête qui ne voulait pas se calmer. Monsieur Dubois a finalement parlé. « Je suis sorti moins de 10 minutes. Je ne m'attendais pas, je ne pensais pas. »« Vous n'avez pas pensé du tout, » a dit Lise, le coupant sans le regarder. « Vous nous laissez seuls presque tous les jours. » Il le savait. Antoine a ri sous son souffle, pas fort, mais assez fort. Lise s'est tournée brusquement vers lui, les larmes bavant au coin de ses yeux. « Tu trouves ça drôle ?» La principale Lambert a frappé sa paume contre le bureau. « Assez. » Le silence qui a suivi était plus lourd qu'auparavant. « Vous avez agressé 3 élèves, a-t-elle dit, se tournant de nouveau vers Lise. Indépendamment de ce qu'ils ont fait en premier, vous avez répondu par la violence physique. Et cela a des conséquences. Vous plaisantez, a chuchoté Lise, la voix brisée. Je ne plaisante pas. Antoine s'est penché en arrière dans sa chaise, la poche de glace maintenant appuyée mollement contre la contusion qui se formait sur sa joue. Je vous l'avais dit, elle a des problèmes de colère. Lise lui a lancé un regard qui aurait pu briser du verre, mais elle n'a pas parlé. Elle ne pouvait pas. Sa voix était partie ailleurs, enterrée sous la honte de ce bruit de bourdonnement horrible, des rires, de la traction froide du métal contre son cuir chevelu. Elle pouvait toujours l'entendre, toujours le sentir, même la tondeuse partie. La principale Lambert a expiré. Vous êtes suspendu 3 jours, avec effet immédiat. Lise a cligné des yeux. Et eux? Ils recevront chacun des avertissements formels, en attendant un examen plus approfondi. Mais il n'y a pas de preuve vidéo de l'incident lui-même, seulement de la bagarre. Et malheureusement, cela nous met dans une position très difficile. Lise a ri, court et amer, plus de l'air que du son. Donc je me fais agresser, humilier, et parce que personne n'a filmé cette partie, c'est moi qui suis puni. Non, vous avez escaladé la situation. Je me suis défendu. Vous avez perdu le contrôle. Lise s'est levée, la chaise raclant bruyamment le sol. Je n'ai pas perdu le contrôle. Je l'ai repris. Vous ne décidez pas de ça. Lise a lentement secoué la tête, ses mains crispées en poings tremblants. Non, n'est-ce pas? Parce que je ne suis pas celle que cette école protège. Sa voix ne s'est pas élevée, mais les mots ont frappé plus fort que n'importe quel coup de poing. La principale Lambert n'a pas répondu. Monsieur Dubois a regardé le sol. Antoine a souri à nouveau. Et Lise est sortie de cette pièce, la mâchoire serrée et les mains tremblantes, sentant toujours les morceaux de sa couronne gisant quelque part dans cette salle de classe, dispersés entre des touffes de cheveux et les échos de son cri. Le trajet en voiture jusqu'à la maison a été silencieux, mais pas paisible. Le silence entre Lise et sa mère n'était pas le genre qui venait du calme. C'était le genre qui se formait lorsque la colère était juste sous la surface, trop épaisse pour parler sans fissurer quelque chose qu'aucune d'elles n'était prête à affronter à ce moment-là. Coach Christine a gardé les yeux sur la route, les mains serrées autour du volant, la mâchoire si contractée que ses pommettes fléchissaient à chaque feu rouge. Lise était avachie contre la portière passager, son sweat à capuche baissée, les bras enroulés autour d'elle, comme si elle pouvait, d'une manière ou d'une autre, couvrir ce qui lui avait été pris. Sa main gauche ne cessait de monter vers sa tête, frôlant les bords inégaux où son afro avait été arraché.
Chaque fois que ses doigts se posaient sur une peau où il aurait dû y avoir des boucles, elle tressaillait comme si c'était la première fois. Les larmes avaient séché, mais la brûlure persistait. À la maison, elle s'est dirigée directement vers sa chambre. Son père a essayé de dire quelque chose. Elle n'a pas entendu quoi, mais sa mère l'a rapidement interrompue avec un regard qui disait « pas maintenant ». La porte s'est refermée derrière elle sans claquement, juste le bruit doux et lourd de quelqu'un qui ne voulait plus faire de bruit. Elle s'est tenue devant le miroir, les yeux rivés sur son reflet. Le sweat à capuche est tombé lentement. Ses épaules se sont tendues. Puis, elle a enlevé son bandeau, et ce qu'elle a vu lui a retourné l'estomac à nouveau. Les dégâts n'étaient pas juste mauvais, ils étaient violents. 2 zones étaient rasées à vif, rugueuses et crues contre la pleine noirceur du reste. Des zones irrégulières, pas de symétrie, pas de soin. Elle n'avait pas essayé de faire une blague. Elle voulait l'humilier, lui rappeler que même quelque chose d'aussi personnel, d'aussi sacré, que ses cheveux pouvaient être pris si elle ne restait pas à sa place. Ses mains se sont crispées autour du tissu sur ses genoux, les yeux à nouveau picotants. Mais les larmes ne sont pas tombées cette fois. Elle n'était pas sûre si elle en avait manqué ou si quelque chose de plus froid avait pris leur place. En bas, ses parents étaient assis à table, tous deux silencieux, tous deux tendus. 3 jours, a dit sa mère finalement, voix basse mais tranchante. Elle a 3 jours pour s'être défendue. Et ces garçons ont… Quoi? Une tape sur les doigts. Son père s'est frotté l'arête du nez. Ce n'est pas la justice. Mais on s'y attendait. Non, a-t-elle claqué. On ne s'attendait pas à ça, pas à ce point. Ils ne l'ont pas suspendue à cause de la bagarre. Ils l'ont suspendue parce qu'elle les a embarrassés. Elle a créé une scène qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Coach Christine s'est penchée en arrière dans sa chaise, les yeux durs. Elle s'est fait agresser dans une salle de classe, maintenue. Et il la traite comme si c'était elle la criminelle. Il a hoché la tête. Parce que c'est plus facile. Parce que ça empêche les parents d'appeler. Mais les appels sont arrivés quand même. En soirée, la vidéo avait atteint les groupes de discussion de l'école, puis s'était déplacée sur Instagram. 30 secondes de chaos. Lise donnant des coups de poing, Antoine par terre, Thomas se tenant le ventre, Paul renversé contre un pupitre. Pas de contexte, pas de son d'avant. Juste la bagarre, encore et encore, sous 3 angles différents. Une vidéo avait près de 5000 vues à minuit. La légende en dessous disait « Fille en colère devient folle ». Afro-tonnerre. Les commentaires étaient pires. Elle est hors de contrôle. Ce ne sont que des cheveux. Calme-toi. Pourquoi est-elle même autorisée dans cette école? Où sont ses parents? Si un garçon faisait ça à une fille, il serait en prison. Sa boîte de réception était pleine. Son nom était jeté dans des discussions de groupe par des gens qu'elle ne connaissait même pas. Le matin, la messagerie vocale du conseil scolaire était inondée. Non pas d'indignation face à ce que les garçons avaient fait, mais d'inquiétude qu'une fille violente soit toujours inscrite. Une menace, une perturbation. Ils n'ont pas vu la tondeuse. Ils n'ont pas entendu les rires. Ils n'ont pas senti qu'elle était maintenue. Ils ont juste vu une fille noire qui se battait. Lise était assise sur son lit, téléphone face cachée, respirant entre ses dents. Son père se tenait dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, la regardant avec cette immobilité qu'il n'avait que lorsqu'il pesait chaque mot avant d'en laisser échapper un. Ils sont déjà en train de déformer l'histoire, a-t-il dit. Elle n'a pas répondu. Ils sont bruyants. Il va falloir que nous soyons plus bruyants. Sa voix est venue basse. Ils sont en train de gagner. Non, ils sont en avance. Sa mère est apparue derrière lui, les mains sur les hanches, ce feu de retour dans ses yeux. On ne va pas les laisser enterrer ça. Tu m'entends? Lise a levé les yeux, la douleur toujours épaisse sur son visage, le bord brut toujours frais. Ils pensent tous que je suis folle. Sa mère est entrée dans la pièce et s'est accroupie près du lit. Alors on leur montre la vérité. Chaque seconde, chaque clip,
chaque mensonge. On l'expose. Mais il n'y a pas de vidéo de ce qu'ils ont fait. Seulement de la bagarre. Cela les a arrêtés. Sa mère a froncé les sourcils. La mâchoire de son père s'est serrée. Le silence qui a suivi a été lourd. Alors, Lise a dit ça doucement, presque pour elle-même, la pensée ne faisant que se former. Paul avait son téléphone. Tout le temps. Sa mère s'est retournée rapidement. « Tu es sûr ?» Il enregistrait quand ça a commencé. « J'ai vu la lumière rouge. » Pour la première fois de la journée, quelque chose d'autre a vacillé dans la pièce. Pas de la rage, pas de la tristesse, de l'intention. L'école avait l'air différente quand on y entrait par le parking arrière. Pas de foule, pas d'annonce, pas d'enseignants faisant semblant de ne pas voir. Juste l'asphalte froid, un râtelier à vélo rouillé et une rangée de fenêtres de salles de classe à moitié embuées par le froid matinal. Lise n'avait pas prévu de revenir ce jour-là, pas avec sa suspension toujours en vigueur. Mais rester à la maison pendant que le mensonge continuait de se répandre avait commencé à sembler pire que tout ce qu'ils auraient pu dire sur elle. Ses parents ne l'avaient pas arrêtée. Sa mère lui avait juste tendu le sweat à capuche, lui avait fait rentrer ses cheveux sous le cordon et lui avait dit « Ne rentre pas les mains vides ». Elle n'avait pas l'intention de le faire. Elle a avancé rapidement dans le couloir latéral, les yeux baissés, la capuche serrée, le téléphone serré dans la main comme si c'était une arme. Elle n'était pas là pour s'expliquer ou argumenter. Elle ne cherchait pas la pitié. Elle avait juste besoin de la vidéo. La preuve, le seul morceau du puzzle qui pouvait tout retourner contre les garçons qui avaient commencé. Elle l'a trouvé près du gymnase, seule, pour une fois, debout près du distributeur automatique, avec un sourire déjà en train de se former quand il l'a remarqué. « Lise, tu n'es pas censée être… » « Tais-toi. » Il a cligné des yeux, déstabilisé par le ton, par le regard dans ses yeux. Elle n'a pas élevé la voix, n'a pas bougé rapidement. Mais la façon dont elle a marché vers lui l'a fait se figer, comme si l'instinct l'avait emporté avant que son cerveau ne puisse réagir. « Tu as enregistré » a-t-elle dit. « Tout, depuis le début. Je ne sais pas de quoi tu… Ne me mens pas. » Il a ri, mais c'était nerveux, forcé. « Allez. » Qu'est-ce que j'aurais même… Elle a tendu la main et a arraché le téléphone de sa main avant qu'il ne puisse réagir, lui a tourné le dos et a commencé à fouiller dedans. Il a suivi, bégayant. « Hé, hé, tu ne peux pas juste prendre mon téléphone ?» Elle n'a pas arrêté de faire défiler. « Lise, sérieusement, rends-le. C'est une propriété privée. Alors appelle un professeur. » A-t-elle claqué sans lever les yeux. Voyons combien de ta propriété privée tu veux que je leur montre. Le bluff a fonctionné. Il s'est tu. Elle a ouvert l'application photo, a fait défiler les clips de la bagarre, les mêmes vidéos en boucle qui étaient devenues virales, jusqu'à ce qu'elle trouve un fichier daté juste avant eux, 38 secondes. Son cœur s'est accéléré. Elle a appuyé sur lecture. Le bruit du couloir a disparu. L'écran s'est allumé. Elle était là, assise dans la salle de classe. Antoine derrière elle. Thomas à côté d'elle. La caméra de Paul tenue basse mais stable, captant l'échange. La tondeuse est sortie. Le premier cri. Ses cris. Les rires. La façon dont ils l'ont épinglé. Sa voix montant. Le bruit de la première passe, bourdonnement, puis le bruit sec des cheveux, puis la deuxième passe. Son coude qui atterrit. Son évasion. Tout. Chaque seconde. Elle a mis la vidéo en pause et a levé les yeux, son visage illisible. « Tu filmais » a-t-elle dit. « Tout le temps. Tu as vu ce qu'ils ont fait. Tu as ri. Et puis, tu les as regardés me jeter sous le bus comme si tu ne savais rien. » Paul a essayé de parler, mais sa voix s'est cassée. « Je ne pensais pas. » « Non, tu pensais. Tu pensais juste à ne pas être entraîné avec eux. Je ne l'ai pas posté. Je ne l'ai envoyé à personne. Tu l'as caché. Il a hésité. Tu m'as frappé aussi. Tu m'as tenu. Il a détourné le regard.
la culpabilité commençant enfin à s'installer dans la façon dont ses épaules s'affaissaient. « Je m'envoie ça », a-t-elle dit, tapant sur le bouton. « Si tu le supprimes, je l'aurai toujours. Si tu essaies de faire l'innocent, je montrerai que ça vient de ton téléphone. Et si tu dis un seul mot, pour faire croire que j'ai truqué ça ou coupé ou changé, je t'enterrerai avec. » Il n'a pas répondu. Il est juste resté là, pâle et silencieux, la regardant s'éloigner avec la vérité serrée dans son poing. Dehors, elle n'a pas couru. Elle n'en avait pas besoin. Ses jambes se sentaient à nouveau stables. Sa poitrine ne brûlait plus. Il y avait toujours de la douleur, profonde et laide, mais en dessous, il y avait maintenant quelque chose de plus tranchant, quelque chose de plus froid. Elle n'allait pas supplier qui que ce soit de la croire. Elle allait les y forcer. Le vent a frappé fort quand elle est sortie, le froid mordant à travers l'avant de son sweat à capuche, mais Lise l'a à peine remarqué. Ses doigts serraient le téléphone, encore chaud des mains de Paul, son propre sang battant trop vite pour sentir autre chose. La vidéo était envoyée. Elle avait vérifié 2 fois. Son téléphone a vibré avec la confirmation. Elle lui appartenait maintenant, et même s'ils essayaient de la supprimer, de l'effacer, de l'enterrer, ça n'aurait pas d'importance. La preuve existait. La vérité avait maintenant une forme, un poids. Et pour la première fois depuis qu'elle était sortie de cette salle de classe, elle a senti que peut-être, juste peut-être, elle avait le dessus. Elle a traversé le parking arrière de l'école, prévoyant de passer par la grille latérale et de prendre le long chemin pour rentrer à la maison. Elle ne voulait voir personne, ne voulait pas entendre de questions, d'excuses ou de chuchotements. Pas avant que la vidéo ne soit sortie. Pas avant que l'histoire ne soit enfin redevenue la sienne. Mais quand elle a tourné le coin après les bennes à ordures, ses pas ont hésité. Ils attendaient. Thomas était appuyé contre le mur, les mains dans les poches, faisant semblant de ne pas bloquer la seule sortie. Antoine faisait les 100 pas à quelques mètres, les épaules tendues, la bouche serrée en une ligne dure qui n'essayait même pas de ressembler à un sourire. Tous deux la regardaient. Trop calme, trop près. Elle s'est arrêtée net. « Tu dois te croire maligne », a dit Antoine, voix basse, mots étirés et empreints de colère. « Venir ici comme si tu n'avais pas déjà fait assez de dégâts. » Thomas s'est avancé, lentement. « Paul nous a dit ce que tu as fait. »« Je n'ai rien fait », a dit Lise d'une voix plate. « J'ai repris ce que vous avez essayé de cacher. » Le rire d'Antoine est venu, court et froid. « Tu crois que quelqu'un va se soucier de cette vidéo ? Tu crois que les gens vont la voir et oublier comme par magie ce que tu nous as fait ? Je me fiche de ce qu'ils oublient, a-t-elle dit. Je me soucie de ce qu'ils voient. Et ils vont tout voir. Il s'est rapproché, ses yeux se rétrécissant. Laisse-moi voir le téléphone. Non. On veut juste supprimer la vidéo, Lise. Ce n'est pas si grave. Elle l'a serré plus fort dans sa main. Vous ne l'aurez pas. Le ton de Thomas a changé. C'est juste une vidéo. Si tu l'envoies, c'est fini pour nous. Expulsé. Les universités ? Oublié. Le sport ? Terminé. Nos familles ne s'en remettent pas. Vous auriez dû y penser avant de me raser les cheveux. La mâchoire d'Antoine s'est contractée. Je n'ai rien fait que tu n'aies demandé quand tu as commencé à ouvrir ta bouche. Dis ça encore une fois. Il ne l'a pas dit. Mais Thomas l'a fait. Tu crois que les gens se soucient tellement de tes cheveux? Tu crois que le monde va se ranger derrière toi juste parce que tu cries plus fort? Non, a-t-elle dit, reculant. Mais ils s'en soucieront quand ils te verront rire pendant que tu me tiens. Elle s'est retournée, vite, essayant de se faufiler devant eux, mais Antoine a bougé le premier. « Donne-moi le téléphone. »« Non !» Il a bondi. Elle a esquivé hors de portée, a pris la fuite le long du terrain, ses bottes frappant le trottoir fissuré. Son cœur cognait contre ses côtes, sa respiration était rapide, son téléphone serré dans sa paume comme une bouée de sauvetage. Derrière elle, elle a entendu les cris, Antoine hurlant son nom, Thomas jurant, puis leurs pas. Lourdes,
En colère. Proche. Elle a traversé le parking, a sauté par-dessus une clôture basse, les maillons de chaîne claquant derrière elle, alors qu'elle atterrissait et continuait de bouger. Ses jambes brûlaient, ses poumons lui faisaient mal. Mais elle n'a pas ralenti. Le chemin s'est rétréci derrière l'abri de maintenance de l'école, se faufilant à travers un espace entre deux clôtures. Elle s'est baissée, s'y est glissée, a entendu Antoine percuter le côté en essayant de suivre. Thomas était toujours derrière lui, plus lent, haletant. « Arrête de courir !»« Alors arrête de courir après moi !» Elle a traversé l'espace et a atteint la route principale, fonçant vers la supérette à 2 pâtés de maison. C'était en milieu de matinée. Les voitures commençaient à passer plus régulièrement. Quelques-unes ont regardé dans sa direction. Personne ne s'est arrêté. Elle a atteint le parking. Ses jambes tremblaient maintenant, sa poitrine se soulevant avec effort. Elle s'est retournée pour voir s'ils étaient toujours derrière elle. Thomas avait abandonné, les mains sur les genoux, courbé. Mais Antoine arrivait toujours, le visage rouge, les dents serrées. Le genre de fureur qui ne se souciait plus de savoir qui regardait. Elle a couru directement dans le magasin. La clochette au-dessus de la porte a tinté. Le caissier a levé les yeux de derrière le comptoir. Elle n'a pas dit un mot. Elle a juste marché rapidement vers le fond. S'est accroupie derrière les étagères de détergent et d'eau en bouteille, puis s'est accroupie très bas, le téléphone pressé contre sa poitrine. La porte s'est ouverte à nouveau. Puis, une deuxième fois. Des pas lourds ont suivi. Elle ne respirait pas, ne clignait pas des yeux. De là où elle était accroupie, elle pouvait entendre Antoine parcourir les allées, soufflant, maudissant sous son souffle. Mais elle n'a pas bougé. Pas avant que la voix du caissier ne retentisse de l'avant, calme mais forte. « Vous avez 5 secondes pour partir avant que j'appelle la police. » Une pause, silence, puis la clochette à nouveau, 2 fois de plus. Elle est restée accroupie un peu plus longtemps pour s'assurer, puis s'est finalement levée, les jambes tremblant toujours, le cœur battant dans ses oreilles. Le caissier était toujours derrière le comptoir, levant à peine les yeux. « Vous allez bien ?» a-t-il demandé. Elle a hoché la tête. « Vous n'avez pas l'air bien. » Elle a regardé son reflet dans la porte vitrée du réfrigérateur. Capuche serrée, yeux fatigués, cheveux abîmés. Mais dans sa main, la vérité était toujours sienne. Elle a expiré, lentement et régulièrement. Puis a ouvert ses messages, a sélectionné la vidéo à nouveau et a appuyé sur « Publier ». La vidéo a déferlé sur les réseaux sociaux comme une allumette allumée sur de l'herbe sèche, d'abord silencieuse, à peine remarquée, puis partout en un clin d'œil. Elle n'a pas été mise en ligne avec des hashtags ou des légendes flashy. Pas de filtre, pas de modification, pas de musique ajoutée, juste la vidéo brute. Un seul clip, 38 secondes, posté depuis le compte de Lise, avec rien d'autre qu'une seule phrase écrite au-dessus. C'est ce qui s'est passé avant la bagarre. Pas de drame, pas de menace, juste la vérité. Au début, seule une poignée de personnes l'ont vu, ses camarades de classe, certains des mêmes élèves qui l'avaient regardé se faire traîner en ligne la veille, ceux qui avaient chuchoté dans les couloirs et repartagé la bagarre avec des emojis rieurs, regardaient maintenant le début pour la première fois. Ils ont vu Antoine sortir la tondeuse. Ils ont entendu Thomas lui dire de la tenir tranquille. Ils ont vu Lise crier, se tordre, lutter pour se libérer. Ils ont vu des cheveux tomber. Et puis, ils l'ont vu riposter. L'ambiance a changé rapidement. Des messages ont commencé à s'accumuler dans sa boîte de réception. D'abord de la part d'élèves auxquels elle parlait à peine, puis de gens qu'elle ne connaissait même pas. « Je suis désolé. Je ne savais pas que c'était comme ça. Ce n'était pas une farce. C'était une agression. J'ai retiré l'autre vidéo. J'ai reposté la tienne. » En milieu de journée, le clip avait sauté des stories privées à des plateformes plus importantes. Une page communautaire locale l'a repris. Puis un compte d'actualité, géré par des étudiants d'un lycée voisin. En quelques heures,
il s'était propagé dans toute la ville. Les enseignants ont commencé à le voir. Les parents, les entraîneurs. En soirée, des journalistes locaux le partageaient, posant des questions sur la manière dont l'école avait géré la situation. Le ton a changé du jour au lendemain. Lise était assise à la table de la cuisine, faisant défiler son écran avec ses parents de chaque côté. Sa mère gardait une main sur son épaule. Son père avait trouvé tous les comptes qui repartageaient le clip et avait fait une liste de ceux qui étaient vérifiés pour suivre ce qui se disait. Sur toutes les plateformes, une nouvelle conversation avait commencé. Pourquoi a-t-elle été suspendue? Pourquoi l'école a-t-elle ignoré ça? Comment est-ce juste une bagarre quand elle a clairement été attaquée en premier? Les gens ne regardaient plus seulement. Ils choisissaient leur camp. Et de plus en plus d'entre eux se tenaient de son côté. Le bureau du surintendant a publié une déclaration le lendemain matin. Brève, rigide, reconnaissant que de nouvelles preuves avaient été mises au jour et promettant un examen complet et immédiat de l'incident impliquant des élèves du lycée Montaigne. Ils n'ont pas dit son nom, ils n'ont pas dit ce qui avait changé, mais tout le monde le savait. L'école a essayé de rattraper son retard. La principale Lambert a envoyé un courriel à l'ensemble du campus, 3 paragraphes, tout en langage formel et en préoccupation vague. Il n'y avait pas d'excuses, pas de correction, juste un engagement à prendre tous les rapports au sérieux et à maintenir un environnement sûr pour tous les élèves. La boîte de réception de Lise continuait de grossir. Des messages de filles d'autres écoles, des filles aux cheveux naturels, des filles qui avaient été ciblées, des filles qui voulaient juste dire merci. Ils m'ont fait la même chose au collège. Personne ne m'a cru. Tu ne t'es pas juste défendue. Tu nous as défendues toutes. Tu es une bête. Respect. Même Clara, qui était restée silencieuse depuis le jour de la bagarre, l'a contactée avec un message vocal. C'était court, tremblant, mais sincère. J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû faire plus. Je suis fière de toi. La pression a monté rapidement. Les parents ont exigé des réponses. L'un d'eux s'est présenté au bureau d'accueil en milieu de journée et a refusé de partir tant qu'elle n'aurait pas parlé avec quelqu'un du district. Des élèves ont commencé à sortir de classe par petits groupes. Un groupe de lycéens a posté une pétition pour que l'école présente des excuses formelles et lève la suspension de Lise. Le lendemain matin, elle avait plus de 2000 signatures. Et pendant que tout cela se déroulait, pendant que les téléphones vibraient, et que les voix s'élevaient, et que les commentaires affluaient, Lise restait immobile. Pas silencieuse, juste immobile. Elle regardait cela se produire non pas comme quelqu'un de choqué par la tension, mais comme quelqu'un qui avait enfin vu un feu prendre après avoir allumé l'allumette de sa propre main. Sa mère continuait de prendre de ses nouvelles, lui demandant si elle voulait s'exprimer davantage, si elle voulait faire des interviews, écrire une déclaration, passer en direct. Mais Lise secouait la tête à chaque fois. « Pas encore », disait-elle. « Laissez-les parler d'abord. » Elle n'avait pas fini d'accumuler du momentum, parce qu'elle savait comment ça marchait maintenant. Les gens croyaient ce qu'on leur montrait, pas ce qu'on leur disait. Et le moment où le monde commençait à regarder, à vraiment regarder, était le moment où l'école cessait de contrôler l'histoire. Et elle n'allait pas les laisser reprendre cela. Le lundi matin, le parking avant du lycée Montaigne ressemblait moins à une zone scolaire qu'à un palais de justice sous pression. Des voitures étaient au ralenti le long du trottoir avec les feux de détresse clignotants, des parents sortaient en chaussures cirées et costumes rigides, et la camionnette de la télévision locale était de retour pour un 2e jour consécutif. Des pancartes de protestation flottaient au vent de l'autre côté de la rue. C'était une agression. Elle mérite justice. Suspendez les garçons. Tenus par des élèves, des anciens élèves et des parents qui ne se contentaient pas de laisser l'école aplanir les choses avec un courriel soigneusement rédigé. À l'intérieur, la tension s'accumulait comme des chaises dans une pièce fermée à clé. Le bureau d'accueil résonnait de voix brèves, de téléphones qui sonnaient et de murmures bas qui s'arrêtaient chaque fois qu'une porte s'ouvrait.
Les enseignants passaient les yeux baissés. Certains hochèrent la tête à Lise quand ils pensaient que personne ne les regardait. D'autres n'osaient pas croiser son regard. Elle était assise devant le bureau du conseiller d'orientation, capuche baissée, bras croisés, le visage calme, mais illisible. Sa mère avait refusé de la laisser venir seule. Coach Christine se tenait appuyée contre le mur à proximité, les bras croisés, le dos droit, ne disant rien, mais observant tout. Le père de Lise avait pris sa journée de travail. Il était assis à côté d'elle maintenant, son téléphone à la main, ne textant pas, ne faisant pas défiler, mais prenant des notes. Chaque nom, chaque heure, chaque mot qui pourrait avoir de l'importance plus tard. De l'autre côté du couloir, les parents des brutes sont entrés. D'abord ceux d'Antoine, puis ceux de Thomas, puis ceux de Paul. Aucun d'eux n'a établi de contact visuel. Le père d'Antoine portait un costume gris et un air renfrogné. Sa mère tenait un dossier et marchait comme si elle avait un endroit plus important où aller. La mère de Thomas avait l'air désemparée, serrant des mouchoirs qu'elle n'avait pas encore utilisés. Le père de Paul marmonnait sous son souffle et secouait la tête en passant devant Lise, comme si tout cela n'était qu'un malentendu ridicule. La porte de la salle de conférence s'est ouverte. La principale Lambert se tenait sur le seuil, un sourire tendu étiré sur son visage, comme un élastique à 2 doigts de casser. Nous allons commencer maintenant. À l'intérieur, la disposition des sièges disait tout. Les garçons et leurs parents d'un côté. La principale et M. Dubois au centre. Lise et ses parents de l'autre. Pas d'avocat, pour l'instant. Mais la pièce avait cette énergie. Tout le monde le sentait. Le père d'Antoine a commencé le premier. Je tiens à rappeler à tout le monde qu'il s'agit d'enfants dont nous parlons. Des adolescents. Ils ont commis une erreur. Coach Christine a coupé court avant qu'il ne puisse finir. Une erreur, c'est de trébucher dans le couloir. Une erreur, c'est de dire quelque chose de stupide et de s'en rendre compte après. Ce n'était pas une erreur. C'était une agression. La mère d'Antoine s'est penchée en avant, voix tranchante. Nous comprenons que les émotions sont vives, mais n'exagérons pas. C'était juste une farce qui a mal tourné. Elle a été maintenue, a dit Christine. Ils ont utilisé une tondeuse sur sa tête. Ce n'est pas une farce, c'est une agression. Ce sont des garçons, a ajouté rapidement la mère de Thomas. Et les garçons ne réfléchissent pas toujours. Ils ne voulaient pas que ça aille aussi loin. Et si elle n'avait pas riposté, a dit le père de Lise, sa voix calme mais ferme. Qu'est-ce qui les aurait arrêtés? Un enseignant qui n'était même pas dans la pièce? La principale Lambert a essayé de parler, alors, levant les mains. Restons respectueux. Nous examinons toutes les vidéos et tous les témoignages, et le district mène une enquête interne. La voix de Lise a traversé tout ça. Personne ne m'aurait cru si je n'avais pas posté cette vidéo. Tout le monde s'est tourné. J'ai dit la vérité, dès le début, et vous m'avez suspendu. Vous les avez laissés se promener comme s'ils n'avaient rien fait, et maintenant que les gens ont vu ce qui s'est réellement passé, vous voulez organiser une réunion? Elle s'est levée. J'ai été humilié, devant une pièce pleine de gens, en vidéo. Et au lieu de me protéger, cette école a essayé de me faire taire. Lise, a dit doucement sa mère, mais sans l'arrêter. La pièce est restée silencieuse. Puis, le père de Lise a regardé directement la principale Lambert. « Nous ne sommes pas juste ici pour parler », a-t-il dit. « Nous déposons une plainte formelle auprès du district. Cela inclut la nomination du personnel qui a omis d'agir et des administrateurs qui ont mal géré l'incident. » La mère d'Antoine a ricané. « Vous portez plainte ?» Coach Christine s'est avancée, voix claire. « C'est exact. Action civile. Pour agression, pour négligence et pour traumatisme émotionnel. Ce n'était pas juste un incident, c'était une violation. Et quelqu'un devra rendre des comptes. » Le père de Thomas a secoué la tête. « Allons, ça va ruiner leur avenir. » La mère de Lise s'est tournée vers lui. Il ne pensait pas à son avenir quand ils l'ont maintenu. La pièce est redevenue silencieuse. Il n'y a pas eu de résolution à la fin de la réunion. Juste des regards.
de la tension, quelques promesses murmurées de tout examiner et de communiquer les mises à jour. Mais au moment où Lise et ses parents sont sortis de ce bureau, ils avaient clairement fait savoir leur position. Ils ne demandaient plus de justice, ils l'exigeaient, avec le soutien légal et des preuves en main. Cet après-midi-là, la nouvelle de la potentielle poursuite s'est répandue rapidement. Une copie de la plainte légale a atteint les réseaux sociaux en soirée, partagée par une page d'actualité gérée par des étudiants et reprise peu après par les journalistes locaux. L'école a essayé de publier une déclaration anodine. Nous ne commentons pas les affaires juridiques en cours. Mais cela n'a pas arrêté la vague. Une deuxième vague de pancartes de protestation est apparue aux portes de l'école le lendemain matin. Seulement cette fois, les pancartes ne réclamaient pas seulement des suspensions. Elles réclamaient des licenciements. Et certaines étaient dirigées directement vers le bureau de la principale. Le jeudi matin, le lycée Montaigne n'était plus seulement une école avec un scandale. Il était devenu le centre de quelque chose de plus grand. Le procès intenté par la famille de Lise s'était répandu dans la ville, comme une traînée de poudre, suscitant non seulement des conversations, mais aussi une prise de conscience. Les mots « action civile » avaient un poids différent lorsqu'ils étaient associés à des expressions comme « agression entre élèves », « négligence administrative » et « harcèlement à caractère racial ». Les journaux locaux publiaient des articles en première page. Des groupes de parents ont commencé à tenir des réunions d'urgence. Des leaders communautaires, dont certains n'avaient pas mis les pieds dans un gymnase de lycée depuis des années, s'exprimaient soudainement. Et au centre de tout cela se tenait Lise. Elle n'a pas demandé d'interview, mais elles sont venues quand même. Des reporters campaient près de l'entrée de l'école. Des microphones lui étaient tendus à sa sortie du campus, des caméras la suivant dans tous ses déplacements. Ses parents ont géré la plupart des réponses, polis, composés, mais ne reculant jamais. Ils ne parlaient pas de dommages ou de sommes d'argent. Ils parlaient de responsabilité, de la façon dont aucun élève ne devrait avoir à vivre ce que leur fille avait enduré. Ils ont clairement indiqué qu'il ne s'agissait pas seulement d'une punition, mais d'un changement. À l'intérieur de l'école, la tension bourdonnait derrière chaque porte. Les enseignants qui avaient autrefois gardé le silence chuchotaient maintenant ouvertement dans les salles des professeurs. Certains montrèrent leur soutien de manière petite et prudente, prenant des nouvelles de Lise dans le couloir, l'arrêtant pour dire qu'ils avaient vu la vidéo et qu'ils regrettaient de ne pas être intervenus plus tôt. Quelques-uns avaient reçu l'instruction de ne pas commenter du tout. D'autres ont défié cet ordre, sachant très bien que leur emploi pourrait être en danger. Monsieur Dubois, l'enseignant qui avait quitté la salle de classe pendant l'agression, n'était pas revenu depuis la réunion. Son absence a été qualifiée de congé administratif, bien que personne ne sache si cela deviendrait permanent. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il avait également pris un avocat, craignant que son nom n'apparaisse dans une partie distincte du procès. Des élèves murmuraient qu'on lui avait déjà demandé de démissionner. D'autres disaient qu'il se battait pour conserver sa retraite. La principale Lambert, cependant, est restée à son poste, mais à peine. Ses annonces quotidiennes étaient plus courtes maintenant, plus répétées. Son ton était devenu plat. Quand elle marchait dans les couloirs, les hochements de tête habituels et les salutations polies disparaissaient. Sa posture était la même, mais son contrôle avait disparu, et elle le savait. Le pouvoir qui avait autrefois maintenu les élèves en ordre, qui avait autrefois réduit au silence les questions inconfortables, s'effilochait un titre à la fois. Au déjeuner, les élèves se sont rassemblés dans la cour avec des pancartes et des tracts. Ils n'étaient pas bruyants. Ils ne bloquaient pas les portes, ni ne perturbaient les cours. Mais leur présence suffisait. Une affiche disait « Protégez Lise, licenciez Lambert ». Une autre disait « Notre silence était de la complicité ». Même les élèves plus jeunes qui n'avaient aucun lien avec la bagarre se sont assis dans l'herbe, tenant des images imprimées de la vidéo, les bras de Lise maintenus, le sourire d'Antoine figé, la tondeuse en l'air. Dans l'après-midi,
Le conseil scolaire a publié sa propre déclaration. Plus longue cette fois, plus délibérée dans son langage. Ils ont annoncé la création d'un comité d'examen externe pour enquêter sur la gestion de l'incident par l'école. Ce comité inclurait des défenseurs des droits civiques, des leaders de l'éducation locaux et des représentants d'élèves. Pour la première fois, le district a publiquement reconnu que ce qui était arrivé à Lise Martin avait soulevé des questions importantes concernant l'équité, la sécurité et la réponse administrative au sein de nos écoles. Ce n'était pas un aveu de culpabilité, mais c'était un changement. Ce soir-là, pendant le dîner, la mère de Lise était assise avec son ordinateur portable ouvert, parcourant les messages de l'équipe juridique de la famille. Son père prenait des appels dans la pièce d'à côté, l'un avec un parent d'une autre école, l'autre avec un groupe de défense de la jeunesse locale qui voulait soutenir l'affaire. Le procès avait commencé comme un simple fil, mais maintenant il tirait sur quelque chose de bien plus grand. Lise était assise tranquillement en face de sa mère, mangeant lentement, le bruit de tout cela commençant à se mélanger. Elle n'avait pas changé de coupe de cheveux. Elle l'avait laissée telle qu'elle, brute, inégale et intouchée. Elle la portait comme un rappel, non pas de ce qu'ils avaient fait, mais de ce qu'elle avait retrouvé. « Es-tu sûre de la déposition la semaine prochaine ?» a demandé sa mère. Lise a hoché la tête. « Je veux le dire avec mes propres mots. » Sa mère a fait une pause, la regardant attentivement. Ça ne va pas être facile. Ce n'était pas censé l'être. Il n'y avait plus de colère dans sa voix, juste de la détermination. Plus tard dans la soirée, alors que le ciel s'assombrissait, un message est apparu sur son téléphone. Un enseignant d'une autre école du district l'avait envoyé, quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. « Vous rendez les gens nerveux de la bonne manière. Continuez. » Elle l'a regardé pendant un moment, puis a posé son téléphone. Elle n'avait pas besoin de louanges. Elle n'avait pas besoin d'applaudissements. Ce dont elle avait besoin, c'était que la vérité continue d'avancer. Et c'était le cas. Le bâtiment semblait plus lourd ce matin-là. Pas plus silencieux, juste plus lent. Comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Les élèves se déplaçaient différemment dans les couloirs maintenant, tête baissée, voix douce, certains ne sachant pas comment agir, d'autres faisant toujours semblant que rien n'avait changé. Mais sous cette routine de surface, toute l'école se désagrégeait fil après fil. Lise le sentait à chaque pas. Elle était revenue, non pas parce que la suspension était terminée, mais parce que sa famille insistait pour qu'elle entre comme si elle appartenait à cet endroit. Parce qu'elle y appartenait. Et chaque moment qu'elle passerait à se cacher ne ferait que laisser les autres réduire son histoire au genre de silence dans lequel elle avait commencé. Alors elle est entrée la tête haute, les cheveux toujours non coupés, toujours inégaux, et plus puissante pour cela. Elle ne cherchait plus ceux qui la regardaient. Elle les laissait faire. Au moment où elle a atteint son casier, la nouvelle avait déjà commencé à se répandre. Quelqu'un de l'intérieur avait divulgué le dernier développement aux élèves avant que le personnel ne puisse préparer une déclaration. Et maintenant, l'école bourdonnait de cela. La principale Lambert était démise de ses fonctions. Pas réaffectée. Pas en congé. Démis. La décision du district n'avait pas été rendue publique par une conférence de presse ou un bulletin matinal. Elle était arrivée par une réunion tenue la veille au soir, hors campus, menée par le surintendant et plusieurs membres du conseil qui, pour une fois, n'étaient pas intéressés par sauver la face. Le procès, la réaction négative de la communauté, la menace de la procédure de découverte, le coût de l'inaction était devenu trop élevé. Une école pouvait survivre à de mauvaises relations publiques. Elle ne pouvait pas survivre à la perte de la moitié de ses inscriptions, de ses sponsors et de la confiance du public. Les élèves chuchotaient en groupe à l'extérieur de leur salle de classe. Les enseignants échangeaient des regards, mais disaient peu. En milieu de matinée, l'annonce est arrivée, non pas par l'interphone, mais dans un courriel à tout le personnel, transmis de classe en classe, rédigé avec soin, mais au sens sans équivoque. Avec effet immédiat,
La principale Carole Lambert ne servira plus dans sa position actuelle. Un principal par intérim sera nommé jusqu'à ce que le district conclue son enquête complète. Nous remercions Madame Lambert pour ses services et demandons au personnel de diriger toutes les questions vers le bureau du surintendant. Cela ne disait pas le mot licencié. Mais tout le monde comprenait. La même heure, M. Dubois a soumis une lettre de démission par l'intermédiaire de son représentant syndical. Le district l'a accepté sans commentaire. 2 agents de sécurité ont été réaffectés, et le conseil scolaire a envoyé une lettre à tous les parents décrivant une nouvelle initiative de sécurité des élèves, qui, entre autres points, promettait une réévaluation des protocoles de surveillance en classe, des procédures de signalement du harcèlement et une formation à la justice réparatrice. Lise s'est assise en classe ce jour-là pour la première fois depuis la bagarre. Son nouveau professeur d'histoire n'a pas essayé de minimiser quoi que ce soit. Il l'a simplement saluée, lui a remis une copie du programme et a continué son cours sans faire semblant qu'elle n'avait pas manqué une semaine. Quelques élèves ont jeté un coup d'œil derrière elle lorsque la leçon a commencé. Mais ils ne chuchotaient pas maintenant. Ils la regardaient avec le genre d'attention qui venait du fait de savoir que quelque chose d'irréversible s'était produit. Plus tard cet après-midi-là, elle a été appelée au bureau d'accueil. Pas par un doyen, pas par un administrateur, mais par la principale par intérim, une femme nommée Madame Alvarez, qui n'était dans le bâtiment que depuis 2 jours et qui s'habituait encore au parking. Elles se sont rencontrées dans la salle de conférence. Madame Alvarez a gardé les mains jointes sur la table, sa posture droite, mais calme, et lorsqu'elle a parlé, il n'y avait pas de ton de relation publique répété, juste une voix qui savait que c'était une conversation délicate. « Je voulais vous parler directement », a-t-elle dit. « Je ne vous demanderai pas d'expliquer quoi que ce soit. J'ai lu tous les rapports, j'ai vu la vidéo. Je sais ce qui s'est passé ici. » Lise n'a pas répondu. Elle a juste attendu. « Il n'y a rien que je puisse dire qui annulera ce que vous avez traversé », a poursuivi Madame Alvarez. « Mais je peux m'assurer que cette école ne traitera pas cela comme une erreur isolée. » Elle a fait une pause. « Et je peux vous promettre une chose, il n'y aura plus de fermeture des yeux, ni de mon bureau, ni d'aucune salle de classe. » Lise l'a regardé dans les yeux pendant un long moment, puis a donné un petit hochement de tête. Ce soir-là, les derniers détails du procès ont commencé à prendre forme. L'école avait fait ses pas, mais l'affaire n'allait pas disparaître. Le combat ne concernait plus seulement Lise. Il s'agissait de s'assurer que ce qui lui était arrivé n'arriverait plus jamais à personne d'autre. Ses parents ont de nouveau rencontré leur avocat, ont examiné le processus de découverte et ont discuté de chaque nom susceptible d'apparaître sur le dossier. Des témoins étaient contactés, des dépositions programmées. Le district avait déjà commencé des démarches discrètes, laissant entendre des règlements, mais la mère de Lise ne voulait pas d'un règlement discret. « Il ne s'agit pas d'argent », a-t-elle dit. « Il s'agit du message. » Le téléphone fixe a sonné juste avant le dîner. C'était un journaliste national qui demandait une exclusivité. Lise n'a pas répondu. Elle avait entendu assez de voix. Maintenant, elle était prête à parler de la sienne. La salle d'audience n'était pas grandiose ou imposante comme celle de la télévision. Pas de colonnes de marbre, pas d'éclairage dramatique, pas de balcon majestueux où le silence résonnait contre les murs. C'était une petite pièce au 3e étage du palais de justice du centre-ville. Des lampes fluorescentes au-dessus et des murs beiges qui n'avaient pas été repeints depuis des années. Mais elle était pleine. Si pleine que le greffier a dû refuser l'entrée à des personnes. Certains étaient des journalistes, certains des étudiants, certains des parents, certains des inconnus qui n'avaient entendu son nom que par les gros titres et les hashtags et voulaient voir par eux-mêmes si l'histoire correspondait au silence dans leur propre communauté. Lise était assise au premier rang avec ses parents de chaque côté, l'avocat du district de l'autre côté de l'allée, et l'équipe juridique du conseil scolaire derrière lui, feuilletant des dossiers et se murmurant, faisant semblant que les caméras n'étaient pas déjà braquées sur chacun de leurs mouvements. Ils ne s'attendaient pas à ce que cela aille aussi loin. Pas vraiment.
Il pensait que ça se réglerait. Il pensait que quelques démissions, quelques gestes publics et quelques promesses vagues suffiraient à faire taire le bruit. Mais le bruit s'était transformé en quelque chose d'autre. Une affaire, un dossier. Et maintenant, une prise de conscience. La vidéo de la déposition a été diffusée en silence, projetée sur le mur derrière le juge. D'abord, la vidéo de la salle de classe. Granuleuse, brute, indéniable. La tondeuse, les rires. La résistance. Les cris de Lise. Son combat pour se libérer. La lutte n'était plus une ouï-dire, plus peu claire ou non vérifiée. Elle a été diffusée devant une salle qui ne pouvait plus détourner le regard. Ensuite, les interviews. Un enseignant d'il y a 2 ans qui a témoigné sur les antécédents de harcèlement d'Antoine et sur la façon dont cela avait été signalé, 2 fois, sans action. Un élève d'une autre école qui s'est effondré en décrivant un incident similaire avec Thomas pendant un programme d'été. Un remplaçant qui avait été témoin de Paul se moquant d'une autre fille noire et affirmant « ce n'était qu'une blague » lorsqu'il avait été confronté. Le schéma s'est formé comme un plan, morceau par morceau. Puis Lise a parlé, pas en pleurs, pas avec des mains tremblantes ou un flair dramatique. Elle a parlé simplement, clairement et sans s'excuser. J'étais silencieuse parce que j'essayais de survivre. Je ne parlais pas parce que je savais ce qui arrivait quand les filles comme moi parlèrent les premières. Mais je parle maintenant, pas parce que je veux me venger, mais parce que quelqu'un doit faire en sorte que ça s'arrête. Et si cette école ne pouvait pas me protéger, alors peut-être que cette salle d'audience peut protéger la prochaine fille qu'ils essaieront d'humilier. Ces mots n'avaient pas besoin d'amplification. Ils portaient par eux-mêmes. La pièce est restée silencieuse pendant longtemps après qu'elle ait fini. Lorsque l'audience a été close, le juge n'a pas rendu de jugement. Il s'agissait d'une procédure civile, pas d'un verdict. Mais le ton avait déjà changé. La pression qui avait autrefois poussé Lise dans un coin s'exerçait maintenant sur le district de toutes parts. Le conseil a demandé une médiation d'urgence le même jour. Une offre de règlement a suivi dans les 48 heures. 6 chiffres. Reconnaissance écrite des torts commis. Excuses publiques qui seraient lues à la prochaine réunion du conseil. Réforme politique dans les 5 écoles du district. Sa famille a dit qu'elle l'examinerait, mais seulement après que les excuses soient venues en premier. Les médias ont rapporté le résultat comme une victoire majeure. Lise n'a pas appelé cela une victoire. Elle a appelé cela une correction. Antoine, Thomas et Paul avaient été expulsés bien avant la date de l'audience. Le père d'Antoine l'avait retiré complètement du comté. Aux dernières nouvelles, il déménageait hors de l'État. Les universités qui faisaient autrefois la queue avec des offres de recrutement ne répondaient plus aux appels. Leur nom était maintenant associé à trop de choses, leur dossier portant trop d'articles pour être effacé. Leurs parents grommelaient toujours sur la façon dont la punition était excessive. Mais même eux avaient cessé d'essayer de déformer l'histoire en public. L'affaire avait fait plus que faire des dégâts. Elle avait déplacé le terrain sous l'école. À la fin du semestre, un nouveau programme d'études avait été introduit, une formation obligatoire à la sensibilité raciale et à la prévention du harcèlement pour chaque membre du personnel, élèves et parents. Des caméras ont été installées dans chaque salle de classe. Des systèmes de signalement anonymes ont été lancés à l'échelle du district. Un comité de surveillance des élèves a été formé et un siège a été proposé à Lise. Elle a refusé. Non pas parce qu'elle ne s'en souciait pas, mais parce que son travail était terminé. Elle avait repris sa voix, et avec elle, elle avait forcé le système à parler aussi. Le nouveau semestre a commencé de la même manière que tous les semestres. Des horaires de sonnerie différents, de nouveaux visages dans les couloirs, des enseignants réinitialisant les règles de leur salle de classe et des élèves essayant de faire semblant de ne pas se souvenir à quel point le semestre précédent s'était terminé bruyamment. Mais le silence qui avait autrefois maintenu le bâtiment isolé s'était fissuré. On pouvait le sentir dans la façon dont les enseignants regardaient plus attentivement maintenant, dans la façon dont les élèves
se regardaient les uns les autres, avec un peu plus de poids derrière leurs mots. Même les blagues portaient une hésitation. Les couloirs avaient appris à quelle vitesse un moment pouvait dégénérer, à quelle vitesse une vérité pouvait surgir quand quelqu'un refusait de se taire. Lise est retournée à l'école sans fanfare. Pas de pancarte de bienvenue, pas d'annonce, pas de déclaration officielle. Mais quand elle est entrée dans le bâtiment ce matin-là, tous les yeux se sont tournés, certains respectueusement, certains curieusement, et certains encore incertains de ce qu'il fallait penser d'elle. Elle n'a pas marché plus vite, n'a pas baissé le regard. Elle a traversé le couloir, le menton droit, et ses boucles pleines, façonnées et repoussées là où elles avaient été déchirées. Le buzz inégal avait été coupé uniformément des semaines auparavant, mais elle n'avait pas essayé de le cacher. Elle l'avait laissé visible, une ligne nette traversant le côté gauche de sa tête comme une cicatrice qui n'avait pas besoin de guérir en secret. Quelques enseignants ont hoché la tête. L'un a même dit « Nous sommes heureux de vous revoir ». Elle a hoché la tête poliment. Elle n'a rien offert de plus. Elle n'en avait pas besoin. Les garçons étaient repartis, leurs casiers vidés, leurs noms effacés des listes d'élèves, leur réputation, autrefois intouchable, maintenant suivie par des empreintes numériques qu'ils ne pourraient jamais entièrement effacer. Les élèves murmuraient sur ce qui leur était arrivé, ce qu'ils faisaient maintenant, où ils pourraient finir. Mais Lise n'a jamais demandé. Elle s'en moquait. Elle n'avait jamais combattu pour la vengeance. Elle avait combattu pour la vérité. Et la vérité avait atterri là où elle devait. Ses parents avaient recommencé à sourire. Pas toujours, pas facilement, mais plus souvent maintenant. Sa mère ne regardait plus les informations les bras croisés. Son père avait cessé de transporter ce dossier de documents qu'il serrait autrefois comme un bouclier. Leur avocate envoyait toujours des mises à jour, principalement sur les changements de politique mis en œuvre dans le district. Certaines mises à jour étaient petites, de nouveaux formulaires, des protocoles révisés, des ateliers pour le personnel. D'autres étaient plus importantes, des démissions de dirigeants, des systèmes de signalement restructurés, des partenariats avec des groupes de défense externes. L'impact avait dépassé la salle d'audience. Il avait touché les salles de classe. Et cela importait plus que n'importe quel règlement. Lise recevait toujours des messages en ligne, certains encourageants, certains cruels. Elle ne répondait ni aux uns ni aux autres. Elle avait cessé de lire les sections de commentaires depuis longtemps, mais elle gardait un message épinglé en haut de sa boîte de réception. C'était d'une fille d'un autre état, 12 ans. Une capture d'écran de sa propre coupe de cheveux inégale avec une légende qui disait simplement « Tu m'as fait sentir que je ne suis pas faible ». Lise avait lu ce message une douzaine de fois, peut-être plus, mais elle n'a jamais répondu. Elle n'était pas sûre de quoi dire à une inconnue qui avait déjà tout dit. Les semaines ont passé. Elle passait ses après-midi au gymnase à nouveau, s'entraînant avec sa mère, les gants de retour sur ses mains, le rythme revenant à ses mouvements. Elle ne s'entraînait pas de la même manière qu'avant, non pas parce qu'elle avait peur, mais parce qu'elle savait maintenant à quel point c'était différent quand un combat ne se résumait pas à des points. Elle avait déjà appris le genre de bataille qui laissait des contusions plus profondes que le ring ne pourrait jamais, et elle avait déjà traversé cela et en était sortie plus forte. Le dernier vendredi du semestre, son école a organisé une assemblée, quelque chose d'insipide et officiel, rempli de discours sur les nouvelles valeurs et les objectifs à l'échelle du district. Quelques membres du personnel ont parlé d'inclusivité. L'un a mentionné la justice réparatrice. Un autre a parlé de l'importance d'écouter les élèves. Mais personne n'a dit son nom. Il n'avait pas à le faire. Tout le monde savait pourquoi ces mots étaient prononcés. Et alors que Lise se tenait au fond de l'auditorium, bras croisés, souette à capuche lâche sur son épaule, elle ne ressentait pas le besoin de monter sur scène, pas l'envie d'être reconnue. Elle avait déjà été entendue. J'espère que cette histoire vous a plu. Veuillez la partager avec vos amis et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine. En attendant, j'ai choisi 2 histoires pour vous que je pense que vous aimerez. Passez une excellente journée.